Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde qui va être consacrée aux données locales de l'énergie. Je suis Jacques Priol, fondateur et le président du cabinet Civiteo. Nous conseillons en France et parfois à l'étranger les collectivités locales sur leur stratégie de la donnée, parfois des entreprises qui travaillent avec elles. Je suis aussi président de l'Observatoire Data Publica. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Emmanuel Dion, Guillaume Acarion et Arthur Beauchesne. Messieurs, en ouverture de cette table ronde, je vous laisse vous présenter en commençant par Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Dion, je travaille à Nantes Métropole sur tout ce qui tourne autour des données énergie, de l'énergie au sens large, sur le patrimoine public. Alors, Nantes Métropole, c'est 600 000 habitants. Et mon travail aujourd'hui s'articule autour de la coordination, autour des achats et de l'animation. À savoir, lorsqu'on parle de coordination, c'est harmoniser les pratiques dans les différentes directions, que l'on soit du bâti, de l'éclairage public ou encore du process, par exemple des usines de production d'eau potable. Et ce qui fait qu'on a un petit terrain de jeu d'1 600 000 m² de bâtiments, de 2500 armoires et quelques usines. Je travaille également sur les achats groupés d'énergie, l'électricité, le gaz, sur un portefeuille de 30 millions d'euros. Et puis l'animation des différents référents énergie de la métropole avec les communes pour partager, harmoniser et travailler ensemble. Merci beaucoup Emmanuel. Guillaume, c'est à vous, je vous laisse vous présenter. Oui, merci Jacques. Bonjour à tous. Je suis le fondateur et le président de la société Acajoule. On fait du conseil et de l'ingénierie en efficacité énergie renouvelable, situé à Saint-Nazaire, de plus en plus autour des données énergétiques. Donc, la boîte a été créée en 2010, une vingtaine de salariés. Donc, on s'intéresse à tout ce qui consomme de l'énergie, les entreprises, bien sûr, les bâtiments, mais aussi les moyens de transport, c'est une de nos spécificités, avec une forte dimension stratégie énergie-climat. Et donc, on a développé une plateforme qui s'appelle DataJoule et qui exploite les données énergie des entreprises ou des collectivités pour en tirer des valeurs sur leur cas d'usage métier. Merci Guillaume. Alors, c'est la magie du direct et du distanciel. Nous avions normalement Arthur avec nous, Arthur Beauchesne, qui est en train de nous rejoindre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Arthur, on t'entend parfaitement. C'est le moment de te présenter. Ah, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arthur Beauchesne. Je travaille donc pour la société SRD. Donc, nous sommes une entreprise locale de gestion des réseaux de distribution d'électricité qui est basée sur le département de la Vienne. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on gère les réseaux de distribution d'électricité sur 245 communes, 244 sur le département de la Vienne et une sur le département du Maine-et-Loire, pour un total de 150 000 clients consommateurs et 4 000 clients producteurs. Donc, avec 12 000 kilomètres de réseau, c'est environ 12 clients du kilomètre, ce qui fait de nous un des réseaux d'électricité les plus ruraux de France. Ce qui fait également de notre réseau un des réseaux les plus forts en gisement, notamment éolien, le fait que notre réseau soit très rural. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie qui est consommée sur notre territoire est compensée par la production d'énergie renouvelable. Donc moi, au sein de SRD, j'ai entre autres la charge de m'occuper donc de tout l'aspect gestion des données, que ce soit les données qui circulent au sein de l'entreprise, mais également toutes les données qui vont être publiées vers l'externe, et notamment dans le cadre des publications réglementaires. Merci à tous les trois pour cette entrée en matière. Nous allons débuter notre table ronde. Elle va durer une grosse vingtaine de minutes, ce qui nous laissera du temps pour prendre quelques questions. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors pour démarrer, un petit peu d'éléments de contexte avec un petit rappel concernant cette table ronde, donc consacrée aux données de l'énergie. Le monde de l'énergie est plutôt en avance en matière de publication et de partage de données, car la loi pour une transition énergétique pour la croissance verte oblige depuis 2015 à la publication de nombreuses données. Donc avant la loi pour une république numérique dont Axel Lemaire nous a brillamment rappelé tout à l'heure la genèse et les enjeux et fait le bilan. Et cette loi s'impose notamment aux gestionnaires de réseaux, ce qui fait qu'un certain nombre de portails de données ont vu le jour depuis maintenant quelques années, notamment pour un certain nombre d'entre eux hébergés par Open Data Soft. On peut penser à l'Open Data d'Enedis, des opérateurs de réseaux de distribution ou encore celui de l'agence ORE. Alors la première question que je vais poser à nos trois intervenants, c'est de savoir
comment ce cadre juridique spécifique de l'open data de l'énergie a impacté votre activité, votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre propre action en termes de publication et de partage de données, en commençant cette fois-ci par Arthur? Alors, effectivement, comme vous l'avez rappelé, les données réglementaires à publier ont fait un bond exceptionnel et augmentent de façon exponentielle depuis quelques années. Donc, c'est pourquoi on a dû mettre en place, alors non seulement des moyens humains en face, étoffer les équipes qui sont en capacité de produire et de publier ces données, mais aussi de procéder à bon nombre d'évolutions dans nos systèmes d'information, acquérir un certain nombre d'évolutions logicielles. Parce qu'évidemment, la gestion des bases de données, notamment la gestion des bases de données de comptage, qui nous sert à faire toutes nos publications pour le suivi des consommations et des productions d'énergie, c'est vraiment la base du métier de gestionnaire de réseau. Bon, aujourd'hui, nous, côté SRD, on est 170 collaborateurs, on est structuré pour faire face à toutes ces évolutions réglementaires en termes de publication de données. C'est pas forcément le cas de tous les gestionnaires de réseau, puisque, alors, mis à part le gros opérateur national qui est Enedis, mais on va dire que parmi les petits, on fait partie des plus gros et des plus structurés. Mais on a pas mal de gestionnaires de réseau qui sont des petites régies, souvent, parfois même à l'échelle d'une commune, avec un nombre de collaborateurs qui se comptent sur les doigts d'une main et qui ne sont pas forcément capables d'opérer à toutes ces publications réglementaires. Donc, c'est pour ça que dans un esprit collectif des gestionnaires de réseau, on a mis en place un catalogue qui s'appelle EL Data, et pour lesquels donc les petits gestionnaires de réseau qui n'ont pas forcément la possibilité, les moyens humains de produire toutes ces données réglementaires, on fait ces prestations pour elles. Donc, on pose les modems IP sur leur réseau, on télé-relève pour eux et on publie les données. Et comme ça, ils peuvent satisfaire les exigences des publications réglementaires. Donc, il y a vraiment à ce niveau-là et au vu de l'évolution exponentielle de toutes ces données à publier, un esprit de solidarité au niveau des gestionnaires de réseau pour que tout le monde arrive à le faire, et y compris les plus petits. Et ensuite, une des volontés qu'on a eu en interne au niveau de SRD, c'est de pas seulement s'arrêter aux données réglementaires, mais bien d'aller plus loin. Et c'est en ça donc qu'on a ouvert notre propre plateforme Open Data. Donc aujourd'hui, évidemment, mis à part Enedis, on doit être un des premiers, si ce n'est, je pense, le premier gestionnaire de réseau, la première entreprise locale de distribution à avoir électricité, à avoir ouvert notre propre portail. L'idée étant de pouvoir aller plus loin en proposant les géodata sur nos réseaux, aller un peu plus loin dans les données sur la production, etc. Donc voilà, les données réglementaires, c'est bien, mais on peut aller aussi encore un peu plus loin. Et il faut aussi aider ceux qui n'ont pas forcément la possibilité et les moyens humains de publier toutes ces données. Merci Arthur pour cet éclairage. On change de statut, on va maintenant vers une collectivité. Emmanuel, du côté de Nantes Métropole, comment ces obligations légales et ce cadre réglementaire a-t-il influencé et influence-t-il votre action? Oui, eh bien en fait, nous on avait essayé un petit peu d'anticiper ce cadre réglementaire en se dotant d'un outil de suivi des factures. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on doit travailler sur 5000 points de livraison, c'est à peu près 40 000 factures par an à traiter. Donc on s'est dit dès 2015 que ça pouvait être un outil intéressant pour anticiper cette nécessité et vraiment travailler sur la fiabilisation de nos données. Par ailleurs, rapidement, on s'est aussi fait rattraper par une autre réglementation, celle de l'obligation de mettre en concurrence nos fournisseurs d'énergie. Et donc là encore, la nécessité de vraiment affiner notre connaissance en matière de consommation et notre besoin. Donc on peut se dire que finalement tous les astres étaient alignés et puis une belle aventure qui pouvait commencer à s'organiser pour ouvrir nos données. Sauf que rapidement, on a été confronté à une difficulté qu'on n'avait pas du tout anticipée. Ni nous, ni d'autres d'ailleurs, qui est que, avec cette mise en concurrence des fournisseurs, on avait de grosses difficultés à récupérer des factures de nos fournisseurs, à savoir qu'il est arrivé très fréquemment qu'on pouvait passer 6 mois, voire 1 an, avant d'avoir des factures fiables, correctes de nos fournisseurs. Alors aujourd'hui, il est vrai que ça commence à s'améliorer, mais pour autant, on n'a pas tout soldé. On est encore en train de travailler sur la correction des factures de l'historique, d'une part, et aussi toujours en train d'avoir quelques difficultés à épurer sur nos factures actuelles. Donc, c'est peut-être dû, nous, à notre
périmètre. Quand je dis 30 000 factures à traiter par an, c'est vrai que ça fait un beau bébé, un beau terrain de jeu. Mais pour autant, je trouve que cette démarche a eu le mérite de vraiment nous faire monter en compétences, maturer un peu notre vision des données de l'énergie, et surtout partager entre nous les directions sur la nécessité de clarifier un petit peu notre fonctionnement, comprendre que nos données avaient une utilité, et puis de revoir un petit peu notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on a sans doute péché un peu trop par gourmandise, de vouloir tout fiabiliser. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut peut-être être plus modeste, travailler sur un périmètre un peu différent. C'est pour ça qu'on est plus sur une optique de corriger nos erreurs, d'aller vers une ouverture de données plus faibles. Par exemple, là, on est en train de finaliser un jeu de données sur les 100 plus gros consommateurs du bâti, qui représentent quasiment les 3/4 de nos consommations d'énergie. Merci Emmanuel. On reviendra tout à l'heure sur les coopérations, tout ce que permet la circulation de la donnée. Je vais passer la parole à Guillaume. Alors Guillaume, vous êtes un petit peu de l'autre côté de la barrière, du côté des réutilisateurs, et vous vous êtes engagé très vite, très tôt, dans une démarche d'utilisation, de réutilisation des données, et puis vous en publiez vous-même. Oui, tout à fait. Donc j'en profite pour dire un grand merci à Arthur, SRD et puis les autres publicateurs de données, puisqu'effectivement, en tant que bureau d'études, on est des utilisateurs de données massivement. Donc plus on en a, mieux on se porte, mieux on conseille nos clients. Donc on a saisi cette opportunité pour se digitaliser complètement l'ensemble de nos métiers. Donc, par exemple, grâce à l'open data, donc on arrive à affiner des plans climat, on pourra peut-être en reparler, mais grâce à l'ensemble des données open data qui peuvent être publiées. On est aussi on s'est fait référencer aussi tiers de confiance chez Enedis ou GRDF là pour faire du close data cette fois-ci, donc pour pouvoir collecter les données privées, les transmettre de façon, comme disait Emmanuel, plus qualitative que plus massive, en identifiant les enjeux, les priorités, en faisant parler les courbes de charge pour fournir un service de qualité. Le but du jeu étant à la fin de faire des économies d'énergie et puis de partager les données effectivement entre services, par exemple. C'est là où on commence vraiment à créer de la valeur, quand on arrive à faire sortir de la donnée déjà du compteur pour qu'elle aille au référent énergie et du référent énergie vers les autres services, vers les utilisateurs. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on crée un maximum de valeur. Très bien, merci Guillaume. La circulation de la donnée fait émerger des pistes de collaboration nouvelles. On le voit à travers les exemples que vous venez de citer, entre acteurs de l'énergie, entre acteurs publics, entre acteurs tiers. Parfois, la donnée est aussi un levier de changement au sein des entreprises, comme au sein des administrations. D'ailleurs, Axel Lemaire y a beaucoup insisté tout à l'heure en disant que c'était peut-être d'ailleurs un effet qui n'avait pas été totalement anticipé et qu'elle met dans la case des grands succès de ces stratégies d'ouverture de données. Qu'est-ce que vous en pensez? En quoi des pratiques ont changé et de nouvelles méthodes de travail, de coopération ont pu naître? On reste avec vous peut-être, Guillaume. Oui. Alors effectivement, pour continuer à avancer sur ce propos, alors ça n'a pas complètement évolué encore. Alors ça avance. L'utilisation des données permet notamment de casser les silos. Hein. Bien sûr, c'est ça l'idée qui est derrière. Mais toutes les nouvelles pratiques que permet la technologie ne sont pas encore, je pense, complètement aujourd'hui en place. Il y a encore de grosses marges de manœuvre. Un des avantages que je vois, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept très rapides sur des cas d'usage spécifiques grâce à la donnée. Donc, on peut faire par exemple, avec Nantes Métropole, on a mis en place un outil qui permet de caractériser les talons de consommation électrique des bâtiments tertiaires. Les talons, c'est combien consomme un bâtiment lorsqu'il n'est pas censé consommer d'énergie. Et souvent, ça peut être des sources d'énergie des sources d'économie d'énergie assez rapides et un petit peu les plus faciles, puisque sans investissement. Et donc, avec la taille d'un patrimoine comme celui de Nantes, l'idée, c'était d'identifier le plus vite possible les endroits où on avait les enjeux les plus forts, de voir les progrès, de comparer les progrès entre eux, de montrer aux autres ce que certains gestionnaires de bâtiments étaient capables de faire. Donc ça, on a pu le mettre en place très vite à travers ce cas d'usage. Des cas d'usage comme ça, on commence à en avoir des dizaines, des quinzaines, autour aussi des schémas directeurs. Donc, c'est des outils très adaptés pour accompagner des schémas directeurs énergie ou énergie renouvelable.
Donc effectivement, je pense qu'on est au début de collaboration à partir des données et de changement de méthode de travail plus rapide, plus flexible. En tout cas, c'est mon souhait. Merci Guillaume. Emmanuel, vous voulez rebondir sur les coopérations, les actions rendues possibles à travers ces échanges de données. Donc avec Akajoule, c'est fait, Guillaume en a parlé, mais peut-être d'autres exemples sur le territoire nantais? Oui, tout à fait. Oui, on croit beaucoup à ce couple finalement fournisseur de données que l'on peut être et tiers privé qui a cette compétence, cette expertise pour analyser les données. Donc on a pu travailler, on a parlé aussi rapidement tout à l'heure de la plateforme Enedis, du Data Lab en 2017, où on a commencé à récupérer aussi des courbes de charge. Donc pour nous, c'est un élément important. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Guillaume, qui est un outil vraiment intéressant également. Peut-être illustrer un peu plus sur notre quotidien avec un partenariat avec un opérateur qui s'appelle Deepkey aujourd'hui, sur le contrôle des factures. Nous, c'est une problématique actuelle, puisque les factures d'énergie ne sont pas si bonnes qu'elles devraient être, on a la nécessité de contrôler. Et on se rend compte rapidement que ça nous amène à des dépenses assez importantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, comme ça permet de situer les choses, nous, les factures d'énergie à notre métropole, c'est 15 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on a un fonctionnement assez archaïque de faire du contrôle classique avec des opérateurs, dont d'ailleurs pour une personne, c'est quasiment son temps plein. On se rend bien compte que ça fait partie des choses qu'il faut changer. Pour autant, on gère de l'humain. Donc, c'est quand même un paramètre important à prendre en compte. Donc, on a travaillé sur une expérimentation avec Deepkey pour essayer d'identifier ce que représentaient ces erreurs. On a pu tabler sur quelque chose de l'ordre de 30 000 euros d'erreurs de facturation en balance. C'est-à-dire que finalement, on identifie qu'il y a des erreurs en notre faveur et des erreurs en faveur des distributeurs, donc, ou des fournisseurs en l'occurrence. Donc, c'est vraiment intéressant à remonter et beaucoup sur des taxes. Donc, aujourd'hui, ça nécessite qu'on modifie vraiment nos pratiques. On voit bien qu'au travers de ces cas d'usage, on a des modifications à faire. Par ailleurs, ça nous permet aussi de nous rendre compte que finalement, on a nos données, on a le lien avec des données extérieures, puisqu'aujourd'hui, on est dans une période de confinement. Je peux rebondir sur un premier confinement où on a dû travailler, nous, toujours sur l'énergie, sur ces cours de l'énergie, avec un fonctionnement, là encore, archaïque, à savoir suivre les courbes de charge, suivre les courbes de la bourse, pardon, et l'évolution des cours. À l'époque, et je ne sais pas, peut-être que ça va changer sous peu, les tweets de Trump pouvaient être très suivis parce qu'il y a une incidence très forte sur le cours de l'énergie. Et il faut se décider en 4 heures pour toper un prix. Ça nous a permis là de toper un bon prix pour les 3 années prochaines sur le gaz. Mais je ne doute pas que ça fera partie des collaborations prochaines pour pouvoir améliorer et automatiser le dispositif. Merci Emmanuel. Je n'avais pas prévu que nous parlions de l'élection présidentielle américaine ce matin. C'est chose faite. Je vais passer la parole à Arthur sur cette même question, des collaborations et des nouvelles pratiques qui naissent de la mise en circulation des échanges de données. Ouais, alors pour nous, à notre niveau, au niveau des gestionnaires de réseau, pour moi, il y a clairement 3 enjeux. Le premier, évidemment, et Guillaume l'a évoqué, c'est la collaboration qu'on a avec nos collectivités locales et notre syndicat d'énergie, notamment dans le cadre de l'élaboration des PCAET, donc des plans climat air énergie territoriaux. Donc le but, c'est de favoriser la communication avec nos collectivités locales et d'apporter une valeur ajoutée à nos partenaires locaux grâce à la diffusion des données et qu'ils puissent se faciliter la vie dans la constitution de leur PCAET. Ensuite, une deuxième chose, et là, on va plutôt être vers tout citoyen, c'est qu'en ce moment, et depuis 1 an et demi, on est engagé dans le déploiement de nos compteurs Linky. Donc, un des buts de partager de la donnée, c'est aussi de montrer à tout citoyen curieux à quoi servent finalement ces données et montrer aussi que ces données sont utilisées à bon escient et favoriser le rapport de confiance finalement avec tout citoyen curieux qui va pouvoir aller consulter un certain nombre de données liées aux consommations d'énergie et à la production. Et enfin, le troisième usage qui est émergent depuis quelque temps et sur lequel il y a une forte demande, c'est les données géographiques des réseaux. Aujourd'hui, on a plusieurs acteurs tiers, que ce soit des producteurs d'énergie ou autres, qui nous font cette demande de publier des données géographiques sur l'emplacement de nos réseaux. Alors aujourd'hui, c'est uniquement l'emplacement et non les données attributaires qui peuvent être un peu plus sensibles.
Mais pour le coup, le fait de publier ce type de données permet vraiment d'ajouter de la valeur pour tout le monde, y compris, par exemple, un exemple tout simple. Depuis 4 mois qu'on partage des géodatas sur nos réseaux, on s'est rendu compte que le linéaire de réseau sur les raccordements de petits producteurs particuliers avait baissé, puisque finalement, certains producteurs vont sur nos données géographiques des réseaux, ça vous passe le réseau, et donc peuvent implanter leurs panneaux photovoltaïques au plus près du réseau, et parfois gagner ne serait-ce que 5 ou 10 mètres sur son raccordement. Ça fait baisser le coût et ça peut permettre à certains projets avec des rentabilités un peu plus faibles de sortir. Donc voilà, l'idée c'est toujours de se demander quelle donnée va être utile que ce soit pour nos collectivités, pour les citoyens ou pour d'autres acteurs tiers, et d'ensuite essayer de les mettre à disposition, bien sûr, dans le respect toujours des RGPD. Et enfin, un dernier point, ce point-là, il coule de source, mais le fait de publier de la donnée en direct nous permet aussi de gagner en efficacité et en cohérence, notamment par rapport à nos collectivités locales. Quand ils vont aller chercher les données directement à la source auprès du gestionnaire, on gagne forcément en cohérence. Merci Arthur. Une dernière question dans le cadre de la table ronde avant d'engager le dialogue avec celles et ceux qui nous suivent et qui nous posent des questions maintenant sur le chat. Une question qui a à voir avec la place des citoyens ou des usagers en fonction de la position qui est la vôtre dans les projets que vous portez. Quel rôle est-ce que les citoyens jouent ou pas dans votre stratégie d'accès, d'échange, de partage de données? On continue avec vous, Arthur. Vous évoquiez le RGPD et Linky. C'est peut-être une façon un peu caricaturale de vous repasser le plat. Mais que faites-vous avec les usagers? Effectivement, c'est vraiment un point d'orgue. Le point d'orgue, c'est vraiment la confiance avec les usagers et les citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui a bien compris l'enjeu. La transition écologique, elle passera aussi en partie par la donnée et par le traitement qu'on en fera. Donc, il y a une partie de la population qui est demandeuse justement de reporting, de données et de savoir ce qu'on fait de ces données et de pouvoir s'en servir surtout pour mieux appréhender la consommation et la production. Après, évidemment, et c'est tout à fait légitime, il y a aussi une partie de la population qui est inquiète de toutes ces collectes de données et de savoir ce qu'on va en faire, notamment lié à l'aspect RGPD. Et donc, l'idée, c'est toujours d'être dans un juste milieu et de chercher toujours l'équilibre entre la transparence recherchée sur les données et le fait de toujours respecter toutes les règles en vigueur et de justement pas aller trop loin. Donc, c'est toujours cet équilibre qu'il faut chercher avec les citoyens pour pouvoir être toujours au mieux et satisfaire tout le monde. Merci Arthur. Je vais passer la parole à Emmanuel en faisant le lien entre la question que je viens poser et deux questions qui nous arrivent en même temps. Une demande de précision, mais je crois que vous allez pouvoir y revenir sur le fait que les factures dont vous nous parlez, Emmanuel, depuis le début de cette table ronde, ce sont bien les factures de consommation des bâtiments et des équipements de la métropole. On ne parle pas là, bien sûr, des factures des consommations individuelles des habitants. Et une autre question qui va de pair, qui est de savoir si les données géographiques des réseaux dont vous parlez, des outils de la métropole, seront ou pas publiés en open data. Oui, donc pour ce qui est des données ouvertes au public sur les réseaux, par exemple, il y a des choses qu'on arrive à développer et qui sont déjà en place aujourd'hui, de type un bâtiment qui est raccordé au réseau de chaleur. Pour le reste, j'ai d'autres collègues qui travaillent sur cette information-là. Et pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent me contacter et je les réorienterai directement vers les collègues concernés. Je pense que ce sera plus simple d'avoir une réponse plus précise. Me concernant, je suis plus en lien avec l'interne. Donc mes usagers, moi, ce sont mes collègues des directions, bâti, espace public, process. Et chaque direction a son autonomie, sa responsabilité sur la donnée. Ça veut dire que moi, mon rôle, c'est de coordonner, mais la nécessité aussi de coordonner la montée en compétence des différents collègues dans les directions sur finalement ce nouveau métier qui apparaît nous, dans les collectivités de gestionnaire de données. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un statut jusqu'à maintenant un expert fluide ou expert énergie à vraiment un préalable, qualifier la donnée, la fiabiliser et faire en sorte qu'on puisse l'utiliser.
Donc nous, c'est vraiment un élément important et qui aujourd'hui conduit finalement à, je dirais, 3 aspects qui font que les directions avancent timidement sur le sujet. La première, c'est la frilosité globale. Alors, je dis pas ça pour l'hiver qui approche, hein, mais frilosité au travers de la fiabilité de leurs données. Pour préparer cette intervention, j'ai échangé avec mes collègues du bâti, de l'éclairage public, par exemple, et ils me disaient finalement que, bah oui, on pourrait mettre sur la plateforme nos données, mais dans quelque temps, on va travailler à affiner un peu plus nos données, les fiabiliser, et du coup, peut-être qu'il faudrait mieux attendre encore un petit peu. Donc, en fait, on est sans cesse en train de raconter la même histoire là-dessus, de se dire, bah, si on attend un peu, on aura meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est surtout de définir la maille, et puis déjà d'en produire une certaine quantité. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire, je l'espère, rapidement. Le deuxième aspect, c'est que les collègues ont toujours peur de ce que les données vont pouvoir dire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en avoir comme interprétation. Et par exemple, aujourd'hui, on a, nous, un suivi de nos consommations d'énergie. L'éclairage public a un objectif de baisse de 30% d'ici 2020. C'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui. Le bâti a également des objectifs et on se rend compte que la consommation, pour le moment, est stable. Alors là, tout de suite, on dit, bah mince, ils n'atteignent pas leur objectif. Sauf qu'il faut pouvoir croiser avec un autre paramètre, donc un autre jeu de données, qui est l'évolution du patrimoine. Et là, en l'occurrence, on interprète les données d'une manière différente. Et enfin, je dirais que le dernier aspect, c'est surtout la confidentialité. Je dirais qu'on a aussi le process dans le giron de mes interlocuteurs. Et pour ce qui est du process, on a des données sensibles qui apportent un frein supplémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est incontournable, mais ça veut dire que finalement, il faut aussi imaginer d'autres réflexions pour arriver à franchir ce frein. Donc, les directions ont tendance à raisonner un peu plus sur les acquis du passé, sans se projeter sur le futur. Et aujourd'hui, il y a vraiment matière à travailler sur autre chose, parce que le terrain de jeu est vaste et le terrain de jeu est disponible surtout. Guillaume, dans votre activité d'entreprise, la relation aux usagers, aux citoyens, sur la data? Oui, bah, effectivement, c'est important aussi également. La technologie de notre plateforme est basée sur la technologie Open Data Soft. Donc, on a fait un choix délibéré il y a 4 ans d'une technologie native Open Data. C'était vraiment important pour nous. Et du coup, sur la plateforme, alors il y a bien sûr des volets closed data, mais il y a aussi un portail Open Data sur lequel on a mis des données, par exemple, sur le prix ou les consommations d'énergie en France. On a mis des données sur les schémas régionaux énergétiques français, par exemple. Et puis, on a aussi, si on revient sur l'exemple des plans climat, les plans climat, où on a un peu toute la chaîne. On avait tout à l'heure Arthur qui nous parlait des mises en ligne de données utilisées pour fabriquer les plans climat des collectivités territoriales. Et nous-mêmes, ensuite, les plans climat qu'on accompagne, on les met en ligne en open data, soit sur les plateformes de la collectivité directement, si elles ont déjà la maturité et les compétences pour le faire, soit via la nôtre en attendant qu'ils l'acquièrent. Et le but étant de ne pas avoir de cul-de-sac de données, mais de continuer la chaîne d'open data, y compris lorsqu'on rajoute de la valeur à travers nos travaux. Alors bien sûr, on ne le fait pas sans le demander aux collectivités. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, on a publié un plan climat en Loire-Atlantique avec notamment maintenant tout un tas de fonctionnalités, par exemple des questionnaires lors de la consultation officielle qui permet de recueillir l'avis des citoyens directement sur des formats type open data. Donc ça me paraît, lorsqu'on travaille avec les collectivités, effectivement un axe fort et un axe assez différenciant pour nous également. Merci Guillaume. Et Axel Lemaire, tout à l'heure, dans son propos introductif, a insisté sur le fait que le monde territorial avait probablement fortement contribué depuis l'entrée en vigueur de la loi à la diffusion de ces données, et elle s'en félicitait. Plusieurs questions. Il nous reste maintenant 7-8 minutes sur le fil de discussion. Merci à toutes celles et tous ceux qui s'y expriment. Des débats d'ailleurs également engagés entre certains de
nos spectateurs. Peut-être une question qui s'adresse à vous trois. Elle est posée par Yann, elle était plutôt dirigée vers la métropole, mais je pense qu'elle concerne tout le monde. C'est de savoir comment est-ce que vous gérez la montée en compétences des collaborateurs, des partenaires, des interlocuteurs sur la question de la data depuis que vous êtes engagé dans ces démarches, de façon très brève. Emmanuel, peut-être pour commencer. Oui, voilà, j'allais dire, je peux commencer. De façon très brève, finalement, cette montée en compétence sur ce sujet, elle se fait au même titre que des montées en compétence sur d'autres sujets. Il faut se familiariser avec le sujet, partager. Donc, c'est vraiment essayer de se former tous ensemble, d'expérimenter. Et c'est, par exemple, l'objet de partenariat avec Akajoule. C'est par l'usage qu'on arrive à progresser. Donc, c'est former et en même temps agir. Arthur? Oui, je partage totalement ce qui a été dit par Emmanuel. Les équipes qui montent en compétence sur ces sujets-là montent en compétence finalement naturellement au fur et à mesure que les problématiques arrivent. Et ensuite, il y a quand même une deuxième action. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est aujourd'hui, on est quand même amené à recruter des nouveaux profils qu'on n'avait pas forcément avant, vraiment de profils de gestion donnée, même profils de gestion donnée type géomaticien. Des profils qu'on n'avait pas avant, et c'est des nouveaux métiers qu'on voit apparaître. Guillaume, dans une entreprise qui avait une activité de bureau assez classique et qui a évolué très centré data, comment est-ce que vous avez géré cette transition? Oui, alors donc d'une part, c'est vrai qu'on a décidé de verticaliser et d'intégrer ces compétences en interne, du capteur en passant par la base de données. La plateforme ODS a quand même facilité les choses au niveau informatique, où on a moins à mettre entre guillemets les mains dedans. Ça a duré, c'était assez rapide l'appropriation par les équipes de ces enjeux. En 6 mois, tous nos métiers s'étaient digitalisés. Donc, ça a été assez rapide et on est sur une montée en compétences avec des ingénieurs qui avaient l'habitude d'utiliser des systèmes d'information géographique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, du coup, ce que l'on propose, nous, maintenant, c'est de dupliquer en fait cette montée en compétences autour de la data énergie chez nos clients, collectivités ou entreprises, et les aider à faire ce chemin, à se saisir de la donnée, alors à la fois, on va dire, techniquement et puis de point de vue managérial, parce qu'il y a des vrais enjeux autour de la data sur le management, et aussi sur apporter les cas d'usage. Parce que vraiment, une erreur, je pense, à ne pas faire, c'est d'abord commencer par accumuler de la donnée et ensuite chercher les cas d'usage. Je pense qu'il faut vraiment le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir des cas d'usage. Donc, on les maîtrise assez bien en tant que bureau d'études et aller alimenter ces cas d'usage qui permettent de faire des séries de petites victoires qui donnent confiance et qui donnent envie aux équipes de continuer à persévérer. Donc, peut-être pour répondre à Emmanuel sur la façon d'aider à vaincre cette frilosité, c'est enchaîner des petites victoires sur des cas d'usage dont ils peuvent se saisir assez rapidement et puis étayer à partir de ce point de départ. Très bien, il nous reste 3-4 minutes. Peut-être une question à l'attention d'Arthur, une question de François. Il y a pas mal d'échanges sur le fil, sur les données géographiques par rapport au réseau. Et une question un petit peu à front renversé. On a parlé beaucoup de données mises à disposition par les opérateurs. On a vu des utilisations, des réutilisations. Est-ce qu'inversement, pour pouvoir développer votre activité, vous-même, vous utilisez des données mises à disposition par d'autres? Et la question concerne, par exemple, les données d'OpenStreetMap. Oui, effectivement, c'est la question est bonne. Effectivement, oui, au sein même d'ailleurs de notre logiciel de cartographie, on a une couche justement avec les données OpenStreetMap qui nous servent. Oui, effectivement, c'est tout à fait. Et alors, à l'inverse, dans les données qu'on publie aujourd'hui, c'est dans les données géographiques, on a uniquement les emplacements géographiques des réseaux. Aujourd'hui, on ne va pas plus loin, mais c'est un sujet qui est en discussion au niveau national, où donc la DGEC a demandé à l'ADEF, donc à l'association des distributeurs d'électricité en France, une contribution pour justement fixer le bon niveau et le bon curseur d'informations à fournir. Et donc, SRD, au même titre que tous les gestionnaires de réseau, a contribué, et donc ce sujet devrait avancer prochainement. Merci Arthur. Oui, donc le partage se fait effectivement dans les deux sens.
Très bien, c'est important. Peut-être une toute dernière question en un mot pour chacun d'entre vous. Dans les 6 mois, dans les 1 an qui viennent, s'il devait y avoir un point un petit peu déterminant, des données nouvelles qui ne sont pas accessibles, qui devraient être accessibles, ou une manière d'appréhender le sujet de la partage de la donnée qui peut faire franchir une marche, une étape dans ce que vous engagez, en un mot pour chacun. Emmanuel? Moi, je parlerai du lien entre la production d'énergie et la consommation d'une part, et le circuit court. La map de l'énergie arrive et on veut en être. Guillaume? Avec les réseaux de gaz et électricité, on a eu la chance d'avoir beaucoup de données. Par contre, sur le carburant, on en a beaucoup moins et c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, pour nous, ce serait un axe important. Très bien. Arthur, un dernier mot? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, je pense qu'effectivement, c'est exactement ça, le circuit court, que chaque gestionnaire publie au maximum ses données directement, et ça permettra de fiabiliser, d'avoir une cohérence globale. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que vous nous avez présenté 3 facettes de la manière dont les données dans le monde de l'énergie locale aujourd'hui, leur circulation, leur partage changent la manière de conduire les politiques publiques, de conduire vos actions respectives. Je pense que nous avons à peu près respecté le cahier des charges en termes de timing. Merci beaucoup à vous. Ça n'est pas un exercice très facile.